Bonjour tout le monde. Bonjour aux nouvelles personnes qu'on accueille qui n'étaient pas parmi nous ce matin. Magnifique. Il reste du café, il y a des pommes, il y a tout ce qu'il vous faut derrière. Sentez-vous bien à l'aise. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Nadim Tadjine, je coordonne le groupe de travail sur la démocratie participative et la gouvernance de l'Alliance Transition en commun. Et je vais animer cette première partie de l'après-midi, qui est un peu le cœur du forum, où est-ce qu'on va vous présenter une série de propositions et tout le travail en fait qui nous occupe depuis presque 1 an et demi. Alors avant de laisser la parole à mes collègues du groupe de travail et à d'autres personnes pour leurs propositions, je vais vous faire un petit survol de ce qu'on a pu réaliser dans la dernière année et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. En vous rappelant peut-être l'origine et les objectifs du groupe de travail sur la démocratie participative et la gouvernance que je vais appeler DPG. Alors ce groupe-là est composé d'une quinzaine de membres qui sont représentatifs de la composition même de l'Alliance, c'est-à-dire des fonctionnaires, des groupes citoyens, des organisations de la société civile et des chercheurs, avec 3 objectifs. Le premier, c'est de comprendre l'état de la démocratie montréalaise pour faire la transition. Le second, c'est d'identifier les différentes conditions, inspirations, modèles qui permettent en fait de renouveler notre cadre démocratique et surtout de soutenir pleinement la participation de la société civile. Et le troisième objectif, c'est de développer un argumentaire et des propositions. C'est ce qu'on a fait dans les derniers mois, c'est ce que vous avez normalement reçu la semaine dernière, le gros travail, le rapport sur remettre la démocratie au cœur de la transition. Rassurez-vous, il va être aussi repartagé après le forum, si vous n'avez pas eu l'occasion de le consulter. Il est ici. D'ailleurs, je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont pu participer, contribuer, rédiger. C'est un travail qui est quand même monstrueux de relier plein d'inspirations sans avoir de redites et en essayant de faire du sens pour réussir à arriver aujourd'hui à un forum important qui réunit presque 175 personnes. Donc merci à vous. Et merci aux membres. Alors, quelques précisions sur ce travail-là. Je vais essayer de vous présenter le cœur de ce document en une seule slide, ce qui n'est pas gagné, puisqu'il y en a 54 des pages à lire. Cette démarche-là, il faut que je change la slide ici et que je parle au micro, comme ça. L'autre objectif premier, en fait, c'était de mettre en place une diversité de stratégies et de propositions pour réussir en fait à mettre en place un forum, c'est ce qu'on organise aujourd'hui, et ultimement un chantier 2.0 pour la démocratie montréalaise. Vous l'aurez compris, ce forum-là, c'est le premier jalon qu'on identifie pour aller vers ce chantier, et c'est pour ça qu'on a tenté de développer un travail assez conséquent avec les membres du groupe de travail, mais aussi plus largement de l'Alliance, pour faire une série de propositions. J'ai eu plusieurs commentaires aujourd'hui et avant aujourd'hui qui me disent « Ok, mais qu'est-ce qui se passe après ce forum-là? Qu'est-ce qui se passe après ce document ?» J'aimerais peut-être vous dire que ce document, c'est un document de travail. C'est une belle première version qui est mise en forme, mais il va continuer à évoluer. Et c'est aussi pour ça qu'on a des ateliers aujourd'hui qui vont servir à bonifier, confronter, nuancer les différentes propositions que vous allez entendre par la suite. C'est un important travail qui comporte 9 propositions qui sont divisées en 3 catégories. La première, bonifier le cadre existant. Je vais juste les renommer parce que vous n'allez pas toutes les voir ici à l'oral, mais il y en a certaines qui sont tout aussi importantes que celles qui ne sont pas présentées. Donc la première catégorie qui concerne la bonification du cadre existant. La première, qui consiste en fait à mettre en place des mécanismes de suivi des consultations publiques de l'Office de consultation publique de Montréal, et j'insiste également de la Ville de Montréal, autrement dit tout ce qui se passe en service et en arrondissement. La seconde, qui consiste à consolider et à élargir le droit d'initiative en matière de consultation publique. Je vous rappelle, Laurence l'a présenté ce matin, le droit d'initiative en matière de consultation publique, c'est un important travail qui est le fruit en fait, du premier chantier sur la démocratie. On estime qu'il y a aussi un travail à faire au niveau de ce droit d'initiative. La troisième proposition, qui est celle d'accroître la portée du budget participatif de Montréal. Rappelez-vous, lors du dernier mandat de Projet Montréal, on a eu un engagement officiel pour lancer ce budget participatif avec 4 éditions. On arrive à la fin de ce mandat actuellement, donc on estime qu'il faut accroître la portée de ce budget-là. Ensuite, deuxième catégorie, là, ça concerne davantage les aspects qu'on a nommés comme structurels de la Ville de Montréal.
Et on les divise dans une chaîne qui est assez logique. La première proposition, c'est celle de co-construire des programmes de financement et de soutien aux initiatives citoyennes. Directement dans l'idée de la co-construction de ces programmes de financement, on estime que c'est aussi important de pouvoir adapter les modèles de reddition de comptes et de pouvoir aussi les co-construire avec les organisations et représentants de la société civile. Et enfin, la 6e proposition de la 2e catégorie, c'est celle de créer un centre d'expertise de la participation publique qui va être présenté juste après. Et enfin, la 3e catégorie concerne le renouvellement. Cette fois-ci, on a identifié 3 propositions qu'on vous soumet, qu'on va mettre au jeu aujourd'hui également. Celle de créer des instances permanentes de délibération sur la transition socio-écologique directement en arrondissement. La 8e proposition qui consiste à mettre en place une assemblée citoyenne du futur. Et enfin, adopter pour la 9e un droit de gestion collective des biens communs. J'insiste sur 2 aspects. On a dans ce travail-là identifié l'existant sur la base d'une série de travaux, de diagnostics qui ont été réalisés par la ville de Montréal. Mais on a aussi identifié une série d'opportunités, d'initiatives démocratiques qu'on pourrait tenter de challenger tous ensemble pour renouveler ce cadre démocratique montréalais. Ça, c'est 9 propositions de DPG. On va vous en présenter 4 aujourd'hui, mais ce n'est pas tout. On s'est également dit que dans le cadre de ce forum-là, on aimerait élargir un peu plus le spectre de la démocratie. C'est pour ça qu'on a proposé à différents acteurs de venir proposer eux aussi différentes propositions. On en a 5 au total. Et on va vous les présenter juste après. Je ne vais pas livrer tous les punchs. Super. C'était bref, c'était vraiment pour mettre la table. Il n'y a pas nécessairement de questions pour le moment. On va passer les différentes propositions et ensuite on va prendre un petit temps au besoin avant de se séparer en atelier. Est-ce que tout va bien ? Super. Je vous invite, une fois de plus, si ce n'est pas déjà fait, à lire l'important travail qu'on a livré la semaine dernière et qui nous a pris beaucoup d'heures. Et aussi, j'en ai mis des heures, j'en ai mis des week-ends là-dessus, mais je ne suis pas tout seul. Donc j'aimerais encore une fois reconnaître tout le travail de l'équipe parce que je pense qu'on y croit vraiment à ce travail-là. Et c'est une base importante à l'image de l'Alliance, j'espère. Pour commencer la présentation des propositions, je vais inviter ma collègue Laurence Bérère pour la première, qui concerne le chantier 2.0 et le centre d'expertise sur la participation publique. Alors, bonjour tout le monde. Donc, alors moi, je vous présente une des premières des propositions phares là, du groupe, en fait, qui est, vous vous rappelez, donc ce que vient de dire Nadim, basé sur comme notre travail collectif et notre diagnostic commun, sachant que dans le groupe, il est diversifié, différents membres de la société civile, des fonctionnaires, etc. Donc, de voir vraiment de quoi on a besoin. Puis, on a une première proposition qui peut sembler comme un peu technique, qui est de créer un service en fait d'expertise en participation publique au sein de la ville, mais qui répond en fait à la fois l'expérience des acteurs internes de la ville puis des acteurs externes de comment en fait en ce moment il y a plusieurs offre de participation à la Ville de Montréal, mais il n'y a pas d'interlocuteur commun qui permet, en fait, de vraiment comprendre ce qui se passe dans la Ville, puis même au sein de la Ville, pour ceux qui travaillent dans ce domaine-là, d'avoir un endroit où il y a un partage d'expériences, des recherches aussi sur des nouvelles pratiques, là, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, etc. Donc, il y a vraiment cette idée de créer ce service-là, à la fois en termes de regrouper les expertises, partager les expertises, faire de la formation, faire aussi un exercice de veille, en fait, en tant que tel, pour être capable effectivement, pour qu'il se partage, en fait, en tant que tel. Donc, notre proposition, c'est de créer comme une unité administrative sous la direction générale qui regroupe les expertises de la participation publique, puis donc anime le réseau des agents chargés de mobilisation. Il y a déjà des initiatives informelles qui existent au sein de la Ville de Montréal. Il y a comme, par exemple, il y a une communauté de pratique, en fait, avec plus de 200 membres, en fait. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui soit
dans leur travail à temps plein ou dans leur travail, en fait, une partie de leur travail doivent penser à la consultation, la participation puis la mobilisation. Mais nous, on pense qu'il faut aller plus loin, en fait, avec un service en tant que tel, parce que ça ne va pas juste pour l'interne, mais aussi pour l'externe, pour que les groupes de la société civile aussi aient un endroit où ils peuvent parler de leurs préoccupations par rapport à certains processus, en fait, qui existent. L'idée, c'est pas de faire de la centralisation. Je pense vraiment que la Ville de Montréal est décentralisée, c'est important, ce qui se passe dans les arrondissements, que les arrondissements aient leur couleur, mais qu'il y ait quand même, en fait, une possibilité de coordination puis d'échange et de mise en réseau. Donc, on a un peu structuré toutes nos propositions de la même manière, de qu'est-ce que ça demande, les acteurs impliqués, ce qui se fait déjà, mais ça, je ne répéterai pas. Puis, j'ai pas pu m'empêcher en me disant que, on n'a pas pu s'empêcher en fait en disant qu'il fallait un centre d'expertise aussi de revenir sur la proposition de chantier 2.0. Pourquoi? Parce qu'on se dit aussi que le chantier 2.0 pourrait être soutenu par ce centre d'expertise, en fait. Je le disais ce matin, le chantier 1.0, il y avait toute une équipe de fonctionnaires très compétents qui nous aidaient à avancer comme groupe, comme collectivement, de façon collaborative. Puis, est-ce qu'on pourrait le changer? Oui. Donc, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir recréer ça, fait que ça permettrait de faire aussi ce pont avec l'extérieur, d'amener certaines préoccupations pour que le service ne soit pas juste quelque chose qui serve les besoins internes, mais aussi qui réponde à ce qui se passe à l'externe puis les besoins de la société civile. Donc, dans le chantier, on voudrait s'inspirer de ce qui s'est fait, le chantier 1.0, pour avoir cette même idée-là. Je rappelle, il était composé des membres de la société civile, mais il était aussi composé de certains... Il y avait une équipe de fonctionnaires qui nous aidaient, mais il y avait aussi des fonctionnaires qui étaient là aussi pour parler avec nous à cause de leur poste. Par exemple, il y avait la présidente de l'OCPM à l'époque, Louise Roy, qui est là aujourd'hui. Il y avait le directeur du service d'urbanisme, etc., etc. Donc, il y avait vraiment comme un regroupement qui permettait de travailler ces outils-là. Donc, voilà. Merci, Laurence. Petite précision. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on retrouve dans le document de travail, en tout cas pour ce qui concerne DPG. Donc, il y a davantage d'informations, il y a des renvois, des aspects où est-ce qu'on propose d'aller un peu plus loin. Mais en 5 minutes, c'est ce qu'on vous présente ici. Si vous avez des questions complémentaires, dans l'atelier, en tout début, on a prévu un petit moment pour répondre à vos questions et aussi essayer d'aller un peu plus loin. Je passe directement à la deuxième proposition, et pour ça, je vais inviter Nancy. La deuxième proposition concerne les instances permanentes de délibération sur la transition en arrondissement. Bon, alors j'ai hésité, il va savoir si je commençais par le passé, mais Laurence a ouvert la voie en parlant du chantier 1.0, parce qu'il y a 40 ans, et il y a des cheveux blancs et gris, il y a 40 ans, dans les milieux communautaires, dans les quartiers centraux de Montréal, ont été à l'origine d'une mobilisation parce que la pauvreté et le chômage étaient tellement fortes là, dans ces quartiers-là, jusqu'à 40 % à Pointe-Saint-Charles notamment. Et c'est là où le milieu communautaire s'est organisé au moment où le néolibéralisme est né en disant trickle-down effect, ça va tout descendre, faites rien, enlevez l'État, laissez l'entreprise privée créer la richesse, ça va descendre. Puis on était en bas de la côte, il y avait Westmount, puis on a dit, il n'y a rien qui descend. Et ça a été... donc, le mouvement communautaire a pris l'initiative qui sont devenues ce qu'on appelle des corporations de développement économique communautaire. Est-ce que ça dit quelque chose au monde? Qui a déjà entendu parler de ça? OK. Alors, ça, c'était des lieux qui ont évolué puis qui ont été des lieux où la priorité à l'époque, là, c'était l'urgence, c'était le développement économique et social de nos quartiers. Et c'était la participation, puis une gouvernance, qui est une gouvernance de la société civile avec une collaboration de différents partenaires. Bon, tout ça a été aboli, c'est comme si ça n'a jamais existé. Et donc, on doit revenir au tout début, puis on va dire comment on va amener une participation citoyenne beaucoup plus active et constante, et pas d'une façon aléatoire, ad hoc, dépendant des humeurs de tout le monde. Et c'est dans ce cas-là, effectivement, comme Bertrand le disait très bien, c'est le sens même de tech, c'est que les actions de la transition sont souvent au niveau local et exigent évidemment une approche transversale et participative. Et donc, c'est essentiel d'avoir un lieu et des façons que les citoyens et les organisations puissent être très impliqués dans toute la démarche. Et
aujourd'hui, malheureusement, les mécanismes actuels ne permettent pas la mise en œuvre de ces stratégies, plans d'action concertés et coordonnés. Il y a plein d'initiatives, souvent en dessous du radar, mais on réalise qu'il n'y a rien qui est institutionnalisé, qui est reconnu et qui permet de travailler dans le temps, parce que ce n'est pas dans 1 an ou dans 6 mois qu'on change la donne. Alors, la proposition qu'on fait, c'est un 2.0 aussi, c'est-à-dire d'instaurer au niveau des arrondissements des espaces de délibération permanents pour la co-construction et d'un plan, c'est de se donner ensemble, de co-construire le plan, mais aussi de co-gouverner la mise en œuvre de ces stratégies-là. Et donc, on parle de revoir un ensemble de façons qu'on travaille ensemble et de créer des structures qui sont pérennes, où il y a un leadership qui est partagé entre les parties prenantes. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Évidemment, on va compter sur les discussions en atelier et toute l'évolution de cette réflexion-là. Mais on s'est dit, bon, si on n'est pas prêt à faire les changements à très court terme, il faut avoir un projet pilote pour expérimenter, mais éventuellement, il faut institutionnaliser et le plus rapidement possible ces instances. Qui sont les acteurs impliqués? Je pense que ça aussi, ça fait partie de débat. Quand on était concentré sur le développement économique, on avait le secteur privé, les syndicats, etc. Mais disons que la réalité de la mouvance dans notre ville a changé, mais certainement les élus locaux, les fonctionnaires, la société civile locale, les citoyens et citoyennes, on parle d'innover dans ce sens-là pour pouvoir faire ça un peu d'une manière, tirage. Là. Bertrand, il peut vous en parler longuement. Moi, je ne connais pas ça, mais ça a l'air que ça fonctionne très bien. Et des institutions locales, que ce soit des bibliothèques, des maisons de la culture, les écoles, etc. Mais travailler ensemble sur un plan et la mise en œuvre de ce plan. Et comme je dis, bien qu'il existe, à AMSIC, ailleurs, il y a des affaires ad hoc, mais l'idée, c'est d'en faire une politique qui devient une nouvelle façon de co-gouverner, de la co-construction, la co-gouvernance, et donc de revoir la démocratie participative dans son quotidien. Voilà. Merci beaucoup, Nancy. Bertrand, dis-nous tout. La prochaine proposition, c'est celle de l'Assemblée citoyenne du futur. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, magnifique. C'est la proposition la plus simple à mettre en œuvre, vous allez voir. C'est comme si c'était fait. Et c'est aussi celle qui a le nom le plus funky. C'est l'Assemblée citoyenne du futur. Je ne sais pas si pour certains, ça évoque peut-être une logique de science-fiction. Non, c'est le nom qu'on lui donne. On peut le changer, mais voilà, on va faire de la science-fiction ensemble. Assemblée citoyenne du futur. Les constats sur lesquels on s'est basé pour faire cette proposition. Il y a un constat de base qu'on entend beaucoup, c'est qu'on a conçu un système démocratique, ici, ailleurs, qui a tendance à avoir une difficulté à travailler sur des enjeux de long terme, qui va avoir une tendance à s'attaquer aux enjeux de court terme. Puis c'est un des éléments qui nous pose des enjeux quand on doit travailler sur les questions de transition socio-écologique. Il y a d'autres constats, mais juste sur base de celui-là. Le deuxième, c'est qu'on s'est rendu compte, puis là je triche un peu parce que j'amène une solution via un constat, mais on s'est rendu compte que dans les différents travaux de recherche qu'on a pu faire depuis plus d'1 an, qu'il y a de nombreuses juridictions dans le monde, et quand je dis juridiction, ça peut être au niveau national, mais c'est très régulièrement aussi au niveau municipal, qui expérimentent des solutions très funky autour de concepts comme la Convention citoyenne ou l'Assemblée du futur. Et je redis un mot là-dessus, avant d'arriver à la petite phrase où le vendeur de tapis en moi va vous expliquer que ça donne des résultats extraordinaires. J'imagine que beaucoup d'entre vous, vu le type de public, connaissent déjà un petit peu ces concepts-là. Je me permets quand même de rappeler quelques éléments. Cette idée de convention ou d'assemblée citoyenne, c'est d'aller au-delà de la logique de consultation et de travailler dans une optique de co-construction, où donc on demande à des citoyens, citoyennes qui sont généralement dans ce genre de mécanisme-là, je regarde Nancy qui me passait la POC là-dessus, tirés au sort, et ça amène toute une série de conséquences sur le fonctionnement démocratique. On parle de citoyens, citoyennes tirés au sort, à qui on demande un travail sur la durée, et non pas en une fois, que pensez-vous de tel sujet, un travail sur la durée autour d'une question précise qui leur est posée et qui est d'intérêt collectif. Que devrions-nous faire pour ça ? Que devrions-nous faire pour ça? Donc on change vraiment la logique par rapport à la consultation pour aller vers de la co-construction. En fait, on demande aux citoyens et citoyennes aussi de se faire experts progressivement d'une situation collective et non pas experts uniquement de leur vécu. C'est experts de ce qu'on a collectivement à gérer comme enjeu.
Ça a été, j'essaie de me dépêcher. Ça a été testé à plein d'endroits. Je vous donne juste un exemple quand je dis pourquoi je parle de résultats extraordinaires. Dans le cadre français, donc au niveau national, pour celles et ceux qui ont peut-être entendu parler, la Convention nationale sur le climat, où 150 citoyens ont été réunis pendant, alors là, je ne sais plus, 1 ou 2 ans, dans ces eaux-là, autour d'une question qui est quelles mesures devrions-nous mettre en œuvre en France pour faire une transition qui soit écologique et juste, etc., etc. Et la demande qui leur était faite était d'arriver avec 150 propositions, mais propositions au sens prêtes à être mises en loi, pas des vagues idées, des propositions. Et avec la convention qui se gère elle-même et qui a accès, selon ses propres paramètres, à des experts, à des chercheurs, etc., etc. Beaucoup de gens étaient inquiets au début. Ça a donné des résultats extraordinaires au sens que les 150 propositions qu'il y avait dedans, c'est fou. C'est impressionnant comme travail et ça nous permet vraiment de résoudre le premier enjeu qui est de prenons une perspective de long terme, répartissons la question démocratique, tirons au sort puis voyons ce qu'on est capable collectivement d'avoir. Ça a donné des résultats incroyables. C'est généralement le cas dans tous les autres systèmes qu'on voit. L'enjeu qu'on a eu, c'est après l'articulation avec le pouvoir. Comment est-ce que ça se transmet réellement en loi au-delà des promesses qui sont faites au début? Et c'est l'enjeu qu'il va chaque fois vouloir gérer avec ce genre de situation. Bref, c'est ça. J'avais besoin de mettre ça en place. C'est ça, une convention. Au-delà du long terme, c'est aussi des solutions qui ont tendance à renforcer la démocratie et amener d'autres bénéfices comme la diversité et l'inclusion, notamment par le recours au tirage au sort. En gros, ce n'est pas toujours la même si ce n'est pas aussi simple que ça, c'est aussi à ça que ça sert. Et l'empouvoirment au sens de rapprocher les citoyens et les citoyennes de la politique et retrouver le sentiment qu'on a une prise sur les décisions collectives et qu'on est capable de contribuer, ce qui est quelque chose qu'on est en train de perdre progressivement. Donc, notre proposition, après une longue mise en place, serait de tenter le coup de mettre en place ce qu'on appelle, dans cette famille-là, on trouvait que c'était celle qui était peut-être la plus intéressante à envisager, mais c'est à discuter, une assemblée citoyenne du futur. Ça, c'est l'idée d'avoir une seconde chambre, alors législative, je ne sais pas si le terme s'applique à un contexte municipal. On a le conseil municipal, c'est une instance, je regarde Véronique qui va me faire le nom de la tête, si elle n'est pas législative, ouais, c'est ça. Donc, bref, on a le conseil municipal, ce serait l'idée d'avoir une deuxième chambre en parallèle du conseil municipal, qui serait peuplée au minimum de citoyens et citoyennes tirés au sort, possiblement d'autres acteurs, ça fait partie des nombreux paramètres à discuter, qui n'aurait qu'une portée consultative. Donc le but n'est pas de reprendre le pouvoir du conseil municipal qui assume les décisions et qui passe les règlements et non les lois. Donc on reste sur une portée consultative, mais avec une série de pouvoirs qui peuvent être donnés à cette assemblée citoyenne du futur, qui peuvent inclure par exemple le pouvoir d'interpeller le conseil municipal, le pouvoir de réagir à un règlement qui serait passé au conseil municipal et qui ne répondrait pas à ce qui est demandé à l'assemblée du futur, donc de considérer les enjeux futurs et citoyens, transition écologique, etc. Et éventuellement d'autres pouvoirs, on peut les discuter. Il y aurait des pouvoirs précis associés à l'assemblée qui seraient permanentes, mais qui resterait consultative au sens que l'Assemblée... Oui, d'accord. C'est moins une minute, 5 minutes, hein. Que tu veux mettre. Ressources suffisantes, mécanismes d'accélératrice, je vous laisse là. Je vous laisse lire à ce moment-là, puisque j'étais trop vite, les moyens de mise en œuvre. Il y a toute une série de paramètres qu'il faut discuter ensemble. Je sais que je suis vraiment pénible. Je termine en disant, ça a l'air compliqué, cette proposition-là, mais je veux juste qu'on se dise, c'est possible. Par le passé, on l'a dit, on l'a redit, je veux qu'on se quitte avec ça. On était capable d'avoir une série d'innovations démocratiques. Il fut un temps qu'on n'estimait pas possible. On les a faites. Puis ailleurs dans le monde, ce genre de choses-là, ils le font aussi. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de le faire, même si ça a l'air ambitieux. Puis je pense que ça peut avoir un potentiel presque révolutionnaire sur notre façon de voir la démocratie. Ça, c'est le vendeur de tapis, sûr. J'aimerais ça qu'il y ait autant d'engouement pour parler de commun maintenant. Alors je vais donner la parole à Dan qui va nous présenter la 4e proposition, la dernière de DPG en cet après-midi, celle qui concerne un droit de gestion collective des biens communs. Merci beaucoup, Nadim. Donc, vu que je n'ai pas parlé encore, je me présente rapidement. Dan Furukawa-Marquez, je suis professeur en sociologie à l'Université Laval et je suis impliqué assez activement dans Tech depuis presque ses débuts, notamment dans notre groupe de travail sur la démocratie participative. Donc, la proposition que je vais présenter en ce moment, elle vient de quelques constats.
Qui connaît ici le bâtiment 7? Tout le monde, hein? Qui connaît le conflit de mobilisation 6600? Imaginez-vous s'il existait des réglementations municipales qui autoriseraient les citoyens à prendre soin des biens communs ou des communs, qui ferait en sorte qu'on pourrait appeler ces réglementations-là ou les mobiliser pour dire, selon la réglementation municipale, le complexe industriel du bâtiment 7, par exemple, est désuet depuis un certain nombre d'années, la ville l'a repris, il est maintenant aux citoyens, ils ont le droit maintenant de se l'approprier et de développer des projets comme bon leur semble, qui, évidemment, respectent et vont dans le sens de la démocratie, de l'inclusion, d'une transition socio-écologique. Donc, ces deux exemples-là illustrent bien. Même chose pour le boisé Steinberg. Hein, si on avait une réglementation qui allait dans le sens d'une gestion collective des biens communs ou des communs, les citoyens pourraient plaider leur cause en disant « ça existe, voici, nous sommes en droit de revendiquer cet espace et nous avons des projets à faire avec ça et on va développer ces projets-là dans le sens d'une transition socio-écologique. » Donc, c'est un peu l'esprit de la proposition que je vais vous présenter. Ces réglementations-là, je n'ai pas besoin d'aller constat par constat. Vous savez qu'elles sont inexistantes ou mésadaptées. L'idée d'où vient cette proposition, elle vient de deux exemples que j'ai moi-même étudiés, notamment cet été à Barcelone et en Italie. Si on peut passer à l'autre slide. Où ils ont adopté des réglementations semblables. Donc, à Barcelone, ça s'appelle le principe de gestion civique. Et en Italie, ça s'appelle la politique des beni comuni, des biens communs. Et dans les deux cas, c'est à peu près ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on donne le droit aux citoyens de gérer collectivement, en partenariat avec l'autorité publique concernée, qui est la municipalité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la municipalité va financer ces projets-là, va voire accompagner, donc donner du soutien d'accompagnement à certains projets, pour que les citoyens donc, reprennent en main certains services ou développent encore des initiatives de transition socio-écologique. En Italie, ça a commencé à Bologne. C'était une réglementation municipale issue de discussions entre des groupes citoyens, des chercheurs. Ça a été adopté par Bologne. Ça a fait boule de neige. Il y a aujourd'hui plus de 300 villes en Italie qui ont adopté cette réglementation-là, dont toutes les plus grandes, Rome, Turin, Naples, etc. Par bien commun en Italie, on comprend à peu près tout ce qu'on veut. Il y a un réseau des écoles des biens communs en Italie qui ont plus de 400 écoles maintenant dans le réseau. Il y a des cliniques de santé des biens communs en Italie. Il y a des infrastructures, il y a des projets de sécurité, il y a des projets de restauration des aires vertes dans les villes, etc. En Espagne, c'est assez semblable. On a donné le droit aux citoyens et donc, on y a été cet été avec mon collègue Jonathan qui est ici. Des bâtiments 7, depuis qu'ils ont passé la réglementation, il y en a plus de 80 qui se sont constitués en réseau, donc ça s'appelle le réseau des espaces communautaires, qui est représenté maintenant politiquement, qui a une force politique, qui vient avec toutes les associations de quartier qui soutiennent ces initiatives-là, ces bâtiments qui ont été transformés en tiers-lieu, là, pour ceux qui connaissent le mot ici. Et ça a donné une force politique incroyable au développement des communautés locales. Donc, c'est un peu le même esprit de ces initiatives-là qu'on aimerait voir adoptées ici, qu'on a appelé le droit à la gestion collective des biens communs. On aurait pu appeler ça les communs aussi. On va peut-être avoir l'occasion d'en parler dans les ateliers. Mais ça vous donne une idée un peu de l'esprit de ce qu'on peut faire avec ce type de réglementation-là. L'idée était aussi, dernier mot, que ça soit un changement structurant, c'est-à-dire qu'une fois que ces réglementations-là sont adoptées, on va devoir composer avec. Donc, la municipalité et les citoyens vont avoir cet outil à leur disposition et on va devoir donc, on va pouvoir en profiter pour démocratiser davantage la ville, peu importe un peu le parti qui est au pouvoir. Voilà. Merci beaucoup, Dan. Alors, comme je vous l'ai expliqué au début de l'après-midi, on a présenté 4 propositions majeures du groupe de travail DPG. Il y en a 5 autres qui sont présentées dans le document. Je vous invite à les consulter. Ce que je retiens de ces 4 propositions, c'est que c'est possible, même à l'échelle municipale, et qu'on a plein d'exemples ailleurs qui nous montrent que c'est réalisable. Alors maintenant, on va assister à 5 nouvelles propositions. J'espère que ça va. On va encore continuer pour à peu près 20-25 minutes avant de se séparer en atelier. Ces 5 propositions
comme je vous l'ai dit, consiste à élargir davantage le spectre de la démocratie. Et c'est pourquoi est-ce qu'on donnerait la parole à la première personne qui représente cette proposition numéro 5, celle de démocratiser l'économie. Ah, c'est Gaël et Anil. Merveilleux, vous êtes deux. Oui. Bonjour, Anil, je suis du Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal et on le fait en duo, cette proposition, avec Gaël Généreux, qui est chargé de projet de développement territorial à PME Montréal Centre-Est. Et dans les travaux qui entourent Transition en commun, il y a évidemment tout ce rapport aujourd'hui qui est divulgué, mais il y a aussi d'autres leviers, et l'un de ces leviers-là touche toute la question de l'économie. On parle d'économie sociale et d'innovation sociale. Mais il y a eu un petit groupe qui s'est mis en place, Économie en transition. Et puis, on se dit, bien, comment faire davantage de liens entre transition socio-écologique et économie? Et donc, peut-être une des futures pistes de travail pour le transition en commun, pour l'Alliance. Et donc, cette idée, évidemment, que le système actuel met en danger l'équilibre des écosystèmes, on en a parlé ce matin, planétaire, et qui renforce les inégalités sociales. On le voit, on le sent et on doit aussi faire des choix différemment, des choix de consommer différemment, de produire différemment, mais aussi de redistribuer la richesse différemment. Et évidemment, on le voit aussi tous les jours comment toutes ces décisions économiques ont un impact dans nos communautés, sur nos territoires. Et bon, évidemment, il y a des leviers pour ça. Il y a notamment le levier de l'économie sociale qui permet justement la prise en charge des communautés, des besoins des communautés, et donc de travailler à répondre à ces besoins tout en ayant, à la fois en conjuguant des impératifs, je dirais, économiques et des retombées sociales et environnementales. Ce n'est pas le seul levier. Quand on s'est mis à se questionner sur dire comment on peut élargir toute cette réflexion-là, pas seulement sur le levier de l'économie sociale, mais sur d'autres leviers qui sont à notre portée. D'où la question d'aujourd'hui. Et je laisse. Oui, je ne sais pas qui a le contrôle, là. Nadia, merci. Oui, donc, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de ne pas faire l'économie de l'économie sur notre réflexion de transition socio-écologique. Comme le disait Anil, l'économie est partout. Ça a un impact gigantesque sur nos modes de vie, nos modes de consommation, de production. Et de se dire, bien, il est temps qu'on se pose peut-être la question collectivement de bien, quel type d'économie on veut, quel type d'économie on met de l'avant, parce qu'on le sait, hein, l'argent, c'est un moyen pour accomplir des choses. Donc, notre proposition, c'est de mettre en place un dialogue autour de l'adaptation de l'économie montréalaise aux impératifs de la transition socio-écologique. Ça va être plus facile comme ça. Et comment, bien, en rassemblant tout plein de personnes, autant des experts, des citoyens sur la question, en ouvrant notre champ des possibles, parce qu'on a souvent l'impression que, bien, désolé, le système est fait comme ça, on doit vivre avec tous ces impératifs. Mais non, c'est pas vrai. On a une manière de revoir l'économie qui est tout à fait à notre portée. Donc, de se permettre d'imaginer d'autres formes économiques et de renforcer notre crédibilité et notre visibilité parce qu'il y a des choses qui se font déjà sur le sujet. Anil l'a dit, l'économie sociale, entre autres, mais si vous avez entendu parler de l'économie du beigne, etc., il y a tout plein de manières aussi de réfléchir autrement. Comment on souhaite le mettre en œuvre? Bien, c'est tout ce qu'on va discuter cet après-midi avec les personnes intéressées parce qu'on n'a pas la solution nous-mêmes. Mais certainement, ce qu'on souhaite, c'est que Transition en commun mette la question de l'économie au cœur des réflexions parmi les autres chantiers qui sont déjà en cours. On veut aussi ouvrir le dialogue là, de différentes manières. Ça peut être avec... on a tout plein d'outils démocratiques pour ces questions-là. Donc, on veut y réfléchir collectivement. Puis, bien sûr, bien, c'est un immense chantier. Nous-mêmes, on s'y est penché un petit peu et on a vu l'ampleur de la question. Donc, il faut des ressources aussi financières qui sont à la hauteur de l'ambition. Donc, les acteurs impliqués, tech et les membres, les instances. On veut aussi des acteurs économiques, des acteurs de développement local, les acteurs de l'économie sociale, de la finance solidaire, mais pas uniquement. Des chercheurs, bien sûr, et la population aussi plus largement, autant au niveau des quartiers, réfléchir à des processus démocratiques, etc.
il se fait beaucoup de choses sur le sujet, notamment Multitude, qui est une alliance qui ressemble un peu à TEC, mais à un point de vue national, réfléchit déjà aux questions des économies en transition, donc d'utiliser aussi toutes ces connaissances-là. Il y a le sommet de l'économie sociale aussi qui aura lieu au mois de mai, donc il y a un jalon intéressant aussi à mobiliser sur les questions d'économie en transition, et de dire comment on peut rassembler tout ce qui existe déjà et nous-mêmes, là, à titre d'écosystème montréalais, de se poser la question, quelle type d'économie on veut mettre de l'avant. Donc voilà, on espère en parler avec vous tout à l'heure. Merci. J'enchaîne avec la proposition numéro 6 qui concerne la caisse alimentaire commune. La parole est à toi. Merci. Bonjour, Anne-Marie Aubert, je suis la coordinatrice du Conseil du système alimentaire montréalais. Et je n'ai pas mis tout ça dans le contexte ici, mais en fait, je vais faire un peu de pouce sur la proposition précédente, donc qui est vraiment axée sur les problématiques avec les modèles économiques avec qui nous composons actuellement. Puis là, je vais vous parler plus précisément du secteur de l'alimentation, donc on sait qui est actuellement un système mondialisé, industrialisé, qui est vraiment centré sur un modèle qui vise à générer des profits. Puis, avec le projet que je vais vous présenter, c'est une tentative de changer vers un modèle qui met le bien-être des communautés, en fait, au cœur de la mission de ce système alimentaire-là. Donc, souvent, quand on essaie de mettre en place des initiatives pour transformer notre système alimentaire, on fait face au fait que les moyens, donc les financements qui descendent pour mettre en place des projets, viennent déjà avec un lot de critères auxquels il faut se conformer pour développer les projets, qui ne tiennent pas compte donc des besoins particuliers de chacune des communautés où les projets vont être mis en place. Puis aussi, en termes d'alimentation, la participation citoyenne est assez limitée, surtout quand on parle de populations vulnérables. On va avoir peut-être un comité de personnes qui vont avoir recours à un service, qui vont avoir leur mot à dire sur comment ce service-là est livré. Mais ce n'est pas vraiment une démarche globale de planification. Ils ne sont pas impliqués forcément à chacune des étapes. Donc, leur participation se limite souvent à être consultée sur un service précis ou à, par exemple, s'impliquer par du bénévolat dans un modèle, par exemple, de dépannage alimentaire. Et puis, beaucoup de ces projets-là visent vraiment, on sait pourquoi, des populations vulnérables parce qu'il y a un problème grandissant d'insécurité alimentaire, mais qui ne permet pas de mobiliser plus largement la communauté avec une approche de mixité pour être à la recherche de solutions. Donc, la proposition que je vous présente, c'est inspirée d'un projet qui a lieu à Montpellier, en France. Ça s'appelle la Caisse alimentaire commune. Ce projet a su mobiliser toute une communauté pour mettre en place un système alimentaire alternatif, si on veut, au système industrialisé mondial. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le déploiement, en fait, le pouvoir décisionnel pour la planification puis la mise en œuvre du projet est porté par un comité citoyen. Donc, à Montpellier, le mécanisme qu'ils ont décidé d'utiliser pour être un peu au cœur de cette démarche-là, c'est une forme de monnaie locale qui s'appelle un MONA, qu'on peut utiliser pour faire des achats alimentaires dans les endroits conventionnés. Puis je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, le comité citoyen, il y a un comité citoyen, il y a un comité plus de société civile, puis il y a aussi un groupe de chercheurs qui accompagnent le projet, qui font une évaluation en continu. Donc, le comité citoyen, il décide de qui va avoir accès à la MONA. Donc, une partie est distribuée à travers des organismes, des associations, mais ce qui est l'équivalent de nos organismes communautaires ici, qui desservent les personnes plus vulnérables, puis à risque de la sécurité alimentaire. Mais il y a une autre partie du MONA pour laquelle n'importe quel citoyen peut avoir accès. Puis, en fait, les gens participent à un tirage au sort pour voir comment si eux, ils vont faire partie des personnes qui ont accès au MONA. Une fois qu'un individu est sélectionné pour participer, là, il y a un mécanisme de tarification sociale
qui va dire, ben, selon le revenu de la personne, si j'ai vraiment beaucoup de moyens, mais peut-être que je vais donner 100 € pour 100 mona, parce que c'est une forme d'engagement de ma part. Je n'ai pas besoin vraiment d'un coup de pouce sur le plan économique. Alors que plus qu'on descend dans les revenus, ben, plus que sa contribution va être moindre, puis la part qui vient du projet va être plus importante. Donc, les gens ont accès à ces mona-là. Puis l'autre partie du projet qui est intéressante, c'est, excuse-moi, les lieux où on peut utiliser les mona sont ce qu'on appelle les lieux conventionnés. Puis c'est le comité citoyen qui détermine toute une liste de critères d'où est-ce que on peut utiliser les mona. Donc critères par rapport aux produits locaux, aux produits biologiques, à l'abordabilité et à toute la question des circuits courts, donc de soutien à la production locale. Donc, on a beaucoup de choses qui existent déjà à Montréal, qui vont un peu dans ce sens, mais ce que j'aime avec ce projet-là, c'est que ça met tout ça ensemble, puis ça met le pouvoir décisionnel, surtout dans les mains des citoyens et citoyennes. Je remercie les personnes des 5 propositions thématiques parce que je sais que ce n'est pas un exercice facile de tenter de résumer une proposition en moins de 5 minutes et d'en faire un atelier juste après. Mais je souligne votre assiduité à garder le temps. Mon cher Simon, tu vas présenter l'avant-avant-dernière, celle qui concerne la citoyenneté culturelle, c'est ça? Yes. Donc, Simon Thibodeau, je suis membre de l'équipe de Transition en commun. Je m'approche du micro. Ce qu'on amène ici, c'est comme le résultat un brin plus concret de discussions qui ont cours depuis quelques mois, même je dirais années, avec Transition en commun. On a beaucoup d'acteurs, de personnes qui sont du milieu culturel aussi, qui participent à Transition en commun de différents endroits. Puis notamment une discussion qu'on a eue au mois d'août dernier autour de justement les liens entre démocratie et culture. Donc, ce que j'apporte ici, c'est un peu des constats qui ont émergé de ça, puis on essaie de formuler une proposition un peu plus concrète aussi, puis on va essayer de la pousser ensemble aussi en atelier. Mais l'idée, c'est qu'il y avait déjà comme un peu 2 constats sur la manière dont, justement, culture, le milieu culturel, artistique, pouvait contribuer à des innovations démocratiques. Il y avait déjà l'idée qu'on constatait qu'il y avait plusieurs expérimentation qui avait lieu par le biais, si on veut, de projets de gouvernance locale autour de projets culturels, notamment des quartiers culturels, par exemple, qui sont soutenus par la Ville de Montréal. Donc, il y avait ce genre de terreau propice à des innovations qui passaient par l'ambition de développement culturel, mais avec les gens qui habitent les quartiers que ça concerne. Puis, il y a aussi tout l'aspect dimension qui est un moyen par les arts, la création, la participation culturelle, d'agir sur les imaginaires, mais surtout aussi de créer des espaces pour la vie démocratique, que ce soit pour faciliter l'expression citoyenne, tous les projets de médiation culturelle, les liens qu'il peut y avoir avec ce type de projet. On peut passer à l'autre slide. Donc, la proposition est assez large. On va avoir un défi un peu de la concrétiser, mais aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce qui existe déjà. C'est tout scindé un peu dans les 2 dimensions, mais l'idée, c'est de miser sur la citoyenneté culturelle, les arts, les pratiques culturelles, pour expérimenter et redéfinir des manières de participer à la vie collective. Donc, notamment, justement, en fait, je l'ai résumé à peu près là, mais des projets de gouvernance locale qui passent par la culture, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut aller au moins s'inspirer de ce qui se fait, puis voir comment ça peut être aussi un vecteur pour tester des choses qu'on propose aujourd'hui? Puis sinon, projet de création, résidence artistique, des mariages interdisciplinaires qui permettent d'expérimenter des choses, peut-être même des assemblées du futur, de choses-là. Puis sinon, je n'énumérerai pas tout le monde, mais il y a à la fois les acteurs municipaux, les organismes culturels ou communautaires qui travaillent à l'échelle de quartier, qui sont souvent impliqués dans des projets culturels, puis qui travaillent déjà à ce genre de mariage-là, puis aussi qui vont peut-être trouver des manières de parler différemment à des personnes qui ne participent pas autrement à d'autres mécanismes plus institutionnels. Puis sinon, évidemment, les artistes, écrivains, toutes personnes qui portent des projets de création, qui touchent à ces questions-là de renouveler les participations des publics, par exemple, ou de renouveler les modes d'expression citoyenne. On a quelques exemples qu'on pourra discuter en atelier, puis je vais être bien content d'en discuter avec notamment mon collègue de Culture Montréal, Pierre-François, puis Alexis aussi, qui est dans l'équipe de Transition en commun. Merci. Merci beaucoup, Simon. On y est presque, c'est l'avant-dernière. Je sais que ça peut être lourd. Il y a du café, il y a de l'eau, il y a tout ce que vous voulez derrière. Et on ne parle pas de transition sans parler de logement. Alors, c'est à toi la parole.
Oui, bonjour, Émilie Lorrain-Dansereau de la Sève du Nord de Montréal. Donc, vous le savez, la question de la consommation d'énergie, notamment dans le logement, c'est un enjeu central de la transition éco-énergétique. Puis c'est souvent présenté comme un simple enjeu technique ou économique, mais nous, à Logement en transition, pour nous, c'est intéressant aussi important aussi de s'intéresser aux enjeux sociaux et politiques de cette question-là, à commencer par le drame que c'est de ne pas avoir d'électricité dans son logement ou de ne pas en avoir assez. Parce que, peut-être juste pour rappeler là, que même si on a des tarifs relativement bas au Québec, il y a quand même de plus en plus de personnes qui ont de la difficulté à payer la facture d'électricité. C'est 16 % de la population au Québec qui est en situation de précarité énergétique. Ça veut dire qu'il y a un ménage sur 7 qui éprouve des difficultés à avoir l'énergie nécessaire dans son logement pour répondre à ses besoins de base ou va y arriver au détriment d'autres besoins essentiels, comme manger. Donc, pour notre proposition, on part de 3 constats. Le premier, c'est que les politiques et subventions actuelles de transition du logement, là, on pense à l'adaptation à la chaleur accablante, la décarbonation, l'efficacité énergétique, bien, c'est inéquitable, puis ça peut contribuer à augmenter les inégalités. Actuellement, ces politiques-là ciblent principalement les propriétaires qui, souvent, une fois qu'ils font des travaux là, dans le logement, bien, sont tentés de les rentabiliser par une augmentation de loyer, ce qui peut chasser là, les ménages plus vulnérables de leur logement ou les exclure des logements qui ont des bonnes performances énergétiques ou conduire à des rénovictions. Notre deuxième constat, c'est que les locataires sont peu ou pas considérés dans les politiques et les subventions actuelles de transition du logement, alors qu'à Montréal, c'est quand même 63 % là, des personnes qui sont locataires, puis que les locataires sont ceux qui vivent surtout ceux qui vivent dans des logements en mauvaise condition sont plus affectés par les aléas climatiques. Et le troisième constat, c'est que les locataires en situation de vulnérabilité ont peu de pouvoir d'agir puis que leur voix n'est pas entendue. Les ménages à faible revenu, c'est ceux qui consacrent une part plus importante de leurs revenus au paiement de la facture d'électricité, puis en même temps, c'est ceux qui ont le moins contribué à la crise climatique. Et aussi, les locataires ont moins de leviers pour réduire leur exposition à la chaleur accablante ou au froid dans leur logement. Donc, pour nous, une transition socio-écologique du logement sans les locataires, bien, c'est inéquitable et non démocratique, particulièrement dans un contexte où on vit à la fois une crise climatique et une crise du logement. Non, je voulais parler de l'image. Oui. Cette image-là, elle résume quand même bien là, notre propos. D'abord, la première bannière, c'est « Nos factures explosent, chauffer nos apparts, pas le climat ». C'est quand même le mandat du comité logement en transition. Puis là, peut-être vous ne voyez pas, mais l'autre bannière en bas, ça dit « La rénovation urbaine, oui, mais pas sans les habitants ». Puis ça, c'est le sens de la proposition qu'on fait. On peut changer. Donc, ce qu'on propose, c'est de partir du logement pour envisager la participation active à la transition sociale et écologique, puis à l'amélioration des conditions de vie. Puis pour ça, il faut assurer autant l'inclusion et la protection des droits des locataires, mais aussi mettre en place et renforcer des processus de participation. Fait qu'on a 2 volets à notre proposition. Le premier, c'est d'inclure les locataires dans tous les programmes de rénovation pour la transition équitable du logement. Puis le deuxième volet, c'est de mettre en place ou renforcer les processus existants de participation des locataires plus vulnérables. Quand on va développer des programmes d'efficacité énergétique pour le secteur résidentiel, bien souvent les différents paliers de gouvernement, notamment la Ville de Montréal, on pense qu'il devrait impérativement travailler avec les acteurs, actrices du milieu, puis consulter les personnes en situation de précarité énergétique pour s'assurer que les programmes proposés répondent réellement aux problèmes et aux besoins, de ne pas impliquer les ménages en situation de vulnérabilité dans les politiques de transition. Ça peut amener des effets contraires à ceux qu'on cherche. Les ménages peuvent se mobiliser contre les mesures de transition si elles sont perçues comme injustes. Par exemple, si ça entraîne des augmentations de tarifs d'électricité, des hausses de loyer, des rénovictions. Puis, c'est ça, pour les ménages en situation de précarité énergétique, bien, la priorité, ce n'est pas la transition ni la décarbonation, surtout si ça a des conséquences négatives pour eux. Donc, pour nous, une transition énergétique qui ignore les besoins des ménages vulnérables, bien, ça risque de rencontrer une forte opposition, puis de compromettre le succès de la transition, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Donc, d'assurer la participation des locataires dans la transition du logement, ça permettrait de mettre en place une société qui est plus résiliente et équitable,
dans laquelle chacune peut bénéficier des avantages de la transition énergétique. Puis c'est aussi un enjeu pour démocratiser la transition parce que l'accès à un logement sain, c'est une condition minimale pour la pleine participation à la vie démocratique, tout comme le sentiment d'avoir une voix et des leviers d'action dans son logement et dans son milieu de vie. Fait que nous, on voudrait discuter de cette proposition-là avec vous, puis on aimerait surtout avoir vos idées sur comment on peut faire ça, parce que assurer la participation des locataires, c'est un beau principe, mais c'est pas si évident à faire. Fait que c'est ça qu'on vous invite à discuter avec nous, là, c'est plus concrètement comment on peut arriver à cette proposition-là. Fait que ça va être vraiment le fun. Inscrivez-vous. Merci beaucoup. C'est déjà la dernière des 9 propositions avec Emmanuel pour instaurer des nouveaux modèles de gouvernance pour les milieux naturels et les parcs. Oui, donc bonjour. Donc moi c'est Emmanuel du Conseil régional d'environnement de Montréal. On a vraiment saisi la balle au bon d'amener en fait une proposition de lien entre gouvernance et le rapport au vivant, qui est un des piliers de transition en commun. On l'a déjà mentionné dans les propositions précédentes. Là, on voit beaucoup cette mobilisation entourant les espaces verts, les milieux naturels, la volonté de la société civile aussi de se mobiliser et de prendre possession en fait de ces espaces. On l'a aussi vu de plus en plus au cours des dernières années, l'importance et le rôle que jouent les milieux naturels et les parcs et les espaces verts dans la santé de la population, dans l'inclusion et dans la résilience de nos communautés. Donc, d'un côté, il y a cette effervescence, je dirais, mais d'un autre côté, on sent aussi une certaine lourdeur dans les processus d'implication, de collaboration entre les différents échelons de la municipaux, autant arrondissement, Grand Parc, avec des propriétaires privés et les organismes de la société civile ou même les grandes institutions, on peut penser à Hydro-Québec. Et la difficulté, en fait, d'implanter des gouvernances plus participatives et de justement sortir des modèles traditionnels. On peut penser à des tables de concertation qui sont quand même assez standardisées, qui justement sont dans un cadre qui offre une liberté et une flexibilité peut-être limitée. Donc, notre proposition, puis qui se base, en fait, il y a des choses qui se font à Montréal, je pense que c'est important de le souligner, le parc des Gorilles, le corridor d'Arlington, il y a des réflexions qui sont menées, entre autres, dans le cadre du réseau des Amis des Parcs, qui regroupe plusieurs organisations et qui se penchent, entre autres, sur ces enjeux de gouvernance. Donc, il y a des choses sur lesquelles travailler, mais la volonté, puis notre proposition, c'est vraiment de travailler à instaurer des nouveaux modèles de gouvernance pour favoriser l'engagement et la participation des organisations. Puis ce qui est important, c'est dans les différentes étapes, donc autant dans la planification, dans l'aménagement, puis après dans la gestion des espaces verts et des milieux naturels. Donc on peut réfléchir à des nouveaux modèles de partenariat, des modèles de cogestion, des modèles de gouvernance aussi adaptés à différents contextes, qu'on parle d'une friche ou qu'on parle d'un grand parc. Ce n'est pas les mêmes acteurs, ce n'est pas les mêmes réalités, donc on doit réfléchir à des modèles adaptés à ces contextes. Un des moyens de mise en œuvre aussi, puis là, c'est un de nos souhaits, c'est vraiment, il y a beaucoup de grandes démarches en cours actuellement sur l'île de Montréal, avec le Grand Parc de l'Ouest, avec la Cour Turcot, donc plusieurs grands parcs qui sont en consolidation, en structuration. Donc, on a des terreaux vraiment fertiles pour implanter des modes de gouvernance différents et tester des choses dans le cadre de ces projets qui sont en création et en développement. Je ne ferai pas la liste des acteurs à impliquer, mais c'est vraiment, en fait... Un des éléments de notre atelier, c'est de réfléchir aussi, y a-t-il d'autres acteurs à impliquer qui nous permettraient justement de développer ces modèles différents et comment justement on active ou on s'inspire d'actions qui sont menées autant à Montréal qu'ailleurs dans le monde dans cette volonté d'appropriation des espaces verts et des milieux naturels à Montréal. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, j'imagine que vous êtes tous là pour participer et pour vous exprimer. Donc, c'est le moment des ateliers. Je vais vous présenter très brièvement le déroulement, ce qui nous attend pour les 2 prochaines heures. Et je pense que ça va vous faire du bien de vous lever aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a 2 ateliers de 45 minutes avec une petite pause de 15 minutes au milieu. Et je regarde mes collègues, je le répète une deuxième fois, on est autonome sur la gestion du temps. Si on déborde, ça va être moins de temps de pause.
Les objectifs de ces ateliers, vous l'avez compris, on soumet quelque chose aujourd'hui, on va essayer de le peaufiner, de le raffiner tous ensemble, mais avant tout de favoriser en fait l'appropriation de ces propositions. Donc on aura un petit temps en début d'atelier pour aller un peu plus loin sur des questions ou des compléments. Le deuxième objectif, c'est de contribuer en fait à la réflexion sur comment on est capable de les mettre en œuvre, ces propositions. Et enfin, le dernier, c'est d'identifier des angles morts, des éléments à clarifier, des acteurs, des moyens de mise en œuvre qu'on aurait peut-être oubliés dans ces différentes propositions. Très brièvement, mais de toute façon ça va être rappelé en début d'atelier, mais c'est important de le refaire ici. L'atelier se découpe en 4 sections. 5 minutes pour des questions complémentaires. Une discussion en sous-groupe qui va durer 20 minutes. On vous invitera en fait à choisir une des 3 questions qui est présentée ici, qui sont présentées aussi dans les salles. Une fois que vous avez abordé cette question-là, qui concerne parfois comment est-ce qu'on renouvelle notre cadre démocratique avec cette proposition, quels sont les obstacles ou encore quels sont les leviers, on vous invitera à revenir en grand groupe, je veux dire, au sein de votre atelier, pour partager les faits saillants. Ce n'est pas en grand groupe ici, en grand groupe dans l'atelier. Et enfin, dernier temps, 15 minutes, échanger sur les angles morts et les éléments marquants. Je sais que c'est beaucoup, mais on va essayer d'y arriver. Ce que je vois, c'est que les points 3 et 4 pourraient être jumelés, discutés ensemble. Comment est-ce qu'on aborde les faits saillants? Comment est-ce qu'on discute les limites et les angles morts? En tout cas, on a 45 bonnes minutes pour amorcer une première discussion, mais rassurez-vous, on aura plein d'autres moments par la suite, peut-être pas aujourd'hui lors de l'Assemblée, mais par la suite pour venir compléter toutes ces propositions-là, les élargir et en recueillir bien d'autres. Est-ce que ça va jusque-là? Ok, alors maintenant, on va arriver au moment le plus crunchy de la journée qui nous a occupés pendant les 15 derniers jours avec l'équipe. C'est comment est-ce qu'on est capable de se dispatcher 150 personnes là dans presque 4-5 salles, un peu partout dans la cité. Alors pour ça, je vais demander l'aide de mes collègues parce que c'est